Quand on part sur un film, et on sait que ça va être un marathon, et donc il faut pas s'épuiser dès le début. Moi, sur Escapada, au début de l'écriture, j'étais à fond et j'en oubliais un peu ma vie personnelle, j'en oubliais un peu de prendre des week-ends, des fins de semaine sans travailler. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je me préserve, qu'il fallait que je me structure un petit peu dans mes journées, que je me laisse des moments pour respirer et que je privilégie aussi des soirées avec des amis, des après-midi parfois au cinéma, que je me nourrisse d'autres choses et que je ne sois pas que la tête dans mon projet parce qu'à un moment donné, en fait, on se perd. Bonjour et bienvenue sur mon podcast. Ici, j'invite les pros du cinéma à partager avec vous leur méthode de travail. De l'écriture à la sortie d'un film, comment ne pas baisser les bras quand ça coince. Merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! Sarah, bienvenue à Cinéritage. Merci beaucoup. Tu es une cinéaste belge. Tu as fait tes études en cinéma à l'INSAS. Absolument. Ton court-métrage de fin d'études En attendant le dégel gagne le second prix à la Ciné-Fondation à Cannes. Tu reçois le prix des mains du jury qui était présidé par Jane Campion. Quand même, c'est pas rien. Et je dirais même chanceuse parce que j'aime beaucoup cette cinéaste. Ah oui, moi aussi, c'était une chance incroyable. Après un second court-métrage, Javotte, tu décides de lancer ton premier long-métrage, Escapada. Tu es reconnue pour avoir une grande énergie créatrice et pour avoir aussi beaucoup de ténacité. La persévérance, est-ce que c'est essentiel pour survivre dans ce métier? En fait, j'ai l'impression que c'est la clé parce que quand j'étais étudiante à l'INSAS, je me demandais comment ça se faisait qu'il n'y avait pas plus de cinéastes qui sortaient de cette école parce que les gens étudiaient 4 ou 5 ans en réalisation et puis en fait, on voyait pas de films sortir, notamment des films de fiction. Il y avait parfois des documentaires, mais rarement de la fiction. Et je me suis rendu compte en travaillant sur mon premier long qu'en fait, il y a beaucoup d'étapes où on est à 2 doigts d'abandonner le projet parce que c'est compliqué en termes d'énergie, c'est compliqué émotionnellement. Et donc, en fait, si on n'est pas tenace, même si on a du talent, c'est très compliqué d'arriver au bout d'un film. Donc, on parle d'une qualité essentielle et fondamentale. Je pense, oui. En 2021, est-ce qu'on dirait qu'une femme a toujours et davantage besoin de cette qualité dans ce métier par rapport à un homme ou tu dirais que c'est équivalent? Alors, c'est dur de répondre à cette question parce que moi, j'ai uniquement mon expérience de femme. Donc, il faudrait que je puisse comparer directement en me mettant dans la peau d'un homme. Oui. Mais je pense qu'on est quand même tous les fils et les filles d'une société patriarcale et que même si certaines personnes n'en ont pas la volonté, les femmes ont plus d'obstacles dans leur parcours professionnel, dans le cinéma et ailleurs. Donc, je crois que c'est une qualité dont les femmes doivent encore plus faire preuve pour arriver à tenir le coup. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes dans le domaine artistique qui vivent, tu sais, ce fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est un sentiment que tu as déjà connu? Ah oui, mais ça, c'est en permanence chez moi. C'est en permanence, ah oui? Mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont cette sorte d'insécurité et puis quand on a quand même envie de raconter des histoires et c'est un métier où il y a beaucoup d'argent en jeu. Quand on veut faire un film, c'est pas comme peindre une toile. Directement, on parle de millions d'euros pour pouvoir réaliser un projet. Bon, parfois, il y a des projets low budget, mais ça reste beaucoup d'argent. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de se sentir légitime de se mettre à la tête d'un projet ambitieux. Oui. Moi, j'ai fait des études de cinéma. Sans ça, je pense que j'aurais jamais réussi à me sentir réalisatrice, alors que c'est pas forcément un métier qui s'apprend à l'école. Et à chaque étape, il y a des remises en question. On se demande si on est à sa place, mais je sens que c'est partagé par beaucoup de mes collègues, ce sentiment-là. Est-ce qu'un réalisateur, une réalisatrice a besoin, tu dirais, d'aller jusqu'à gagner des prix avec son film pour se dire que finalement, ce que je viens de faire, c'est bon? Je pense que ça aide, mais je crois que ça ne devrait pas être un objectif en soi. C'est ça. C'est sûr que le prix que j'ai reçu à Cannes, ça m'a donné un sacré coup de fouet pour continuer et pour me sentir légitime de continuer. D'accord. Et quand j'ai présenté d'autres projets en commission pour obtenir des financements, je sais que ce prix a aussi joué dans le regard que les examinateurs posaient sur mon nouveau projet. Donc ça a une influence positive pour la personne qui reçoit le prix et pour ses projets futurs. Oui. Mais moi, j'essaie toujours de me dire que je ne fais pas un film pour gagner des prix.
moi, je fais des films pour le partager avec des gens, pour fédérer un public. Oui. Et c'est sûr que les prix, ça va aider. Mais je trouve que ça doit pas être une finalité en soi. C'est pas, le cinéma, c'est pas une compétition. C'est pas, je crois que vouloir gagner un prix, c'est pas une bonne raison. Après, c'est sûr que ça reste une belle récompense et que ça fait du bien. Mais moi, je crois que les plus beaux moments, ça a été dans des partages avec le public aussi. Voilà, c'est davantage dans ces moments que tu vas chercher justement, ce sentiment d'accomplissement, c'est ça? Complètement. Et c'est ce qui m'a redonné une énergie après mon long métrage. J'étais très fatiguée par tout le processus et j'ai accompagné le film à pas mal de séances. Et en fait, c'est les discussions avec les spectateurs et leur envie de voir mon prochain film qui m'a vraiment donné l'énergie de me relancer et qui a vraiment relancé un processus créatif. Et c'est pour ça que j'ai continué. OK. Parce que j'ai eu un petit sentiment de fatigue généralisée. Oui. Et c'est vraiment grâce au public et aux réactions des gens que j'ai réussi à tourner à l'écriture et à avoir envie de continuer ce métier. OK. Quand tu étais à Cannes, Jane Campion t'a donné un précieux conseil. Lorsque tu travailles sur un film, bosse déjà sur le suivant. Je suis curieuse de voir, est-ce que tu appliques son conseil et est-ce qu'elle t'en a donné d'autres conseils? C'est le conseil principal qu'elle m'a donné, effectivement, et je l'ai appliqué. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de me replonger dans mon deuxième long. Parce que c'est sûr qu'après un premier projet, enfin, après un projet aussi ambitieux qu'un film, on est fatigué. Et le fait d'avoir déjà un projet qui est commencé, ça nous permet de rebondir plus facilement. OK. Et donc, j'ai commencé à écrire mon deuxième long quand j'étais en fin d'écriture du premier. Oui. Là, je suis en train de coécrire une série et je suis en train de lire des livres parce que j'aimerais bien, pour mon troisième long, adapter un roman. OK. Et donc voilà, j'essaye effectivement d'ouvrir les possibilités pour pas me retrouver bloquée après mon film. Et oui, avoir cette énergie pour rebondir parce qu'on sait qu'il y a déjà un projet qui est en cours et qu'on a envie de lui donner une suite. Donc, tu as commencé l'écriture du second lorsque tu terminais l'écriture du premier. Est-ce que ça veut dire que quand tu étais à cette étape de pré-production, production, post-production, donc de ton premier long métrage, est-ce que tu trouvais quand même le temps et l'énergie pour poursuivre l'écriture du second long métrage? Alors, quand je suis rentrée en préparation du long métrage, non. Là, je me suis vraiment consacrée exclusivement à cette prépa parce que ça prend beaucoup de temps et puis émotionnellement, on est quand même aussi très sensible et fragilisé, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour trouver l'inspiration pour écrire un autre film. Mais en post-production, oui, quand j'étais en montage, je laissais parfois ma monteuse un jour ou deux travailler après avoir fait des retours et ça me permettait de réécrire de repartir à l'écriture de mon deuxième film. D'accord. Et surtout tout ce qui est post-production son, montage son, mixage, il y a quand même beaucoup de périodes où on ne doit pas être non-stop avec notre mixeur ou notre monteur son. Ça me laissait du temps pour écrire. Ouais. Et est-ce que tu irais jusqu'à dire que tu as laissé tomber volontairement l'écriture de ton second long métrage, évidemment pour des bonnes raisons, mais est-ce que ce temps d'arrêt, tu peux le voir de façon positive aussi? Ce qui est positif, c'est que quand on écrit, moi quand j'écris un scénario, parfois j'ai vraiment la tête dans le guidon. J'ai plus de distance, je sais plus exactement où j'en suis. D'accord. Et donc le fait de laisser plusieurs mois d'arrêt, ça permet quand on revient d'avoir un regard frais sur le projet et de recentrer un peu les choses. J'étais pas encore très très loin dans l'écriture de mon deuxième long métrage quand j'ai commencé la prépa de mon premier. Donc quand je suis revenue sur le premier, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je recentre mes intentions et que j'ai une ligne vraiment très claire parce que Escapada, ça a été un film que j'ai écrit de manière beaucoup plus déstructurée. Je suis partie beaucoup plus intuitivement. Okay. Et je me suis perdue plusieurs fois, ce qui a fait que justement j'ai eu des phases un peu de questionnement et presque des envies d'abandon parce qu'à un moment donné, on ne sait plus exactement où on va. Et donc, je suis repartie sur le deuxième avec cette volonté d'avoir une ligne très claire et de vraiment aller trouver en moi ce qui m'animait, pourquoi ça m'animait et pourquoi je voulais raconter cette histoire. Et donc, de vraiment reposer les bonnes questions avant de repartir sur l'écriture. D'accord. OK. Et revenons justement à Escapada. Est-ce que tu peux me dire un peu les grandes lignes, justement? Alors, Escapada, c'est l'histoire d'une fratrie qui est belgo-espagnole et ils ont reçu en héritage une maison en Espagne. Et donc, il y a le frère aîné et la petite sœur qui partent en Espagne dans le but de vendre cette maison. Et quand ils débarquent, il y a leur frère Jules
qui vit lui en Espagne, qui s'est installé là-bas dans une communauté anarchiste. Et comme ils viennent de se faire expulser d'un squat, il a décidé de venir squatter cette maison avec toute sa bande. Et donc il y a ces retrouvailles en Espagne avec deux frères et une sœur qui ont absolument pas la même vision du monde, qui ont des choix de vie radicalement différents et qui ont des envies très différentes par rapport à cette maison. Donc, une partie du film a été tournée en Espagne. Décider de tourner ton premier long métrage dans un autre pays, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que ça exige? Alors, c'était particulièrement compliqué parce qu'on n'avait pas de financement espagnol. On avait un producteur exécutif sur place, mais on n'a pas eu d'argent. On n'a pas eu de financement espagnol. D'accord. Donc, c'était un film belgo-luxembourgeois, parce que moi, j'ai la double nationalité. Et moi, je voulais tourner en Espagne, parce que c'est mon pays de cœur, j'adore ce pays et j'adore la culture. J'avais envie d'y revenir. J'étais partie en Erasmus en Espagne, j'avais beaucoup voyagé et j'avais vraiment envie de retourner là-bas. Et donc, mon premier long a été un bon prétexte pour aller ancrer mon histoire en Espagne. Mais ça a amené plein de situations un peu absurdes. On devait amener le matériel de Belgique, on devait amener des décors, donc des meubles, tous des éléments, des accessoires de décor en Espagne. Alors, Ah oui, carrément. ça aurait été beaucoup plus facile de les trouver sur place. Il fallait qu'on dépense l'argent en Belgique. D'accord. Ça a vraiment amené des situations complètement absurdes et c'est vrai que c'était pas forcément évident de préparer le film parfois à distance. Mais j'ai eu une collaboratrice incroyable qui est une réalisatrice, Elisabeth Yado, Oui. qui est catalane, qui habitait en tout cas à Barcelone, mais qui a fait ses études en Belgique. Et donc elle m'a été d'un soutien incroyable. Elle a fait les repérages, elle a fait les castings. Moi, je venais ponctuellement en Espagne avec elle pour voir où ça en était et pour rencontrer des gens et faire un peu de repérage. Oui. Mais c'est vrai que si j'avais pas eu quelqu'un comme ça sur place, ça aurait été impossible de préparer ce film correctement. Même si tu es quelqu'un de très tenace, est-ce que tu penses que tu aurais pu flancher à un moment donné et ressentir justement trop de pression ou est-ce que tu as senti ce moment où tu as failli baisser les bras? Oui, plusieurs fois. Ça a été surtout au moment de l'écriture. Après, quand on part en tournage, moi, je me mets en mode guerrière. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix, on y est. Toute l'équipe a intégré le projet et donc on peut plus du tout faire marche arrière. Ouais. Donc, on peut pas baisser les bras puisque tout le monde est là et qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout du projet. Et donc là, c'est sûr qu'il y a des moments d'inquiétude, mais on peut plus se décourager, on peut plus... Et justement, moi, ce qui me plaît dans le cinéma, c'est que c'est un art collectif et que quand on trouve les bons collaborateurs et les bonnes collaboratrices, si on a des moments où on flanche un peu, Ouais. il y a des gens qui connaissent suffisamment le projet, qui sont suffisamment investis émotionnellement avec nous, que pour pouvoir pallier à ces petites faiblesses, parce que c'est sûr que sur la durée d'un tournage, on n'est pas au top tous les jours. Donc, c'est vraiment ce côté collaboratif. C'est essentiel d'être bien entouré. Complètement. Est-ce que malgré tout, il y avait quand même des gens dans ton entourage qui essayaient de te dire, ben voyons Sarah, je sais pas, c'est ton premier long métrage, mais je sais pas, il faut être cinglé d'aller tourner ailleurs. Pourquoi tu tournes pas en Belgique? Est-ce qu'on a essayé de te dissuader un peu d'aller faire ton film ailleurs? Pas tellement. OK. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui se rendaient pas compte de ce que ça impliquait. Puis la production m'a posé la question. Mais ça a toujours été ma liberté. Voilà, j'ai décidé de le faire et du coup, ils m'ont accompagnée là-dedans. Mais c'est sûr qu'ils ont vraiment demandé si c'était la meilleure option possible. Et je suis au final très heureuse d'avoir tourné ce film en Espagne avec pas mal de comédiens amateurs espagnols, des gens qui sont issus des milieux de squat et des milieux anarchistes catalans Oui. et espagnols. Oui. Donc oui, je suis heureuse d'avoir fait ce film là-bas, mais c'est sûr que ça a été compliqué. Et ici, pour le deuxième, je vais l'ancrer en Belgique. D'accord. On aura vraiment un tournage entre la Belgique et Luxembourg, qui ne sont pas des pays très éloignés. Et donc, je sais que ça va être beaucoup plus simple et je m'en réjouis parce que du coup, je pourrais mettre mon énergie aussi à d'autres endroits. Mais justement, tu as vécu quand même une belle expérience intense quand même pour Escapada, mais c'est une belle expérience. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil justement à ceux qui désirent tourner leur film ailleurs et qui n'osent pas? On parlait des conseils de Jane Campion tantôt, mais là, c'est Sarah Hirst, là. C'est quoi tes conseils à toi? J'ai l'impression que chaque film est spécifique et chacun a des besoins différents, mais c'est sûr que je parlais des collaborateurs et des collaboratrices. Oui. C'est la clé. OK. Si on tourne un film à l'étranger, il faut avoir une à plusieurs personnes dans ce pays-là sur qui on peut réellement compter
qui comprennent bien le projet et qui peuvent vraiment faire une partie du travail en collaboration avec nous à distance. Ou alors avoir l'occasion d'aller préparer le film bien en avance sur place. Moi, j'ai pas eu cette occasion-là parce que toute mon équipe était encore en Belgique, parce que je tournais justement pas avec des techniciens et des techniciennes espagnols puisqu'on n'avait pas d'argent espagnol. Oui. C'est beaucoup plus facile aussi quand on a une coproduction parce qu'on peut avoir des chefs de poste du pays. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Moi, j'ai vécu un cas de figure qui, à mon avis, est assez rare. Oui. On espérait avoir de l'argent de l'Espagne, mais en fait, c'était beaucoup trop compliqué. Il y avait trop de contraintes, on n'aurait pas pu y répondre. Donc oui, c'est vraiment avoir des personnes sur qui compter. Et faire ce repérage à distance, bon, si j'ai bien compris, tu connaissais quand même déjà bien l'Espagne. Est-ce que tu avais quand même déjà une idée de l'environnement dans lequel tu voulais tourner? Je sais que tu avais une personne de confiance sur place, donc qui t'a beaucoup aidé à faire le repérage, mais est-ce que ce serait un des premiers conseils aussi qu'on pourrait donner, d'avoir une personne référence sur place? Donc effectivement, je le recommanderais. Après, c'est sûr qu'on peut aussi, à mon avis, dans la plupart des pays, compter sur des repéreurs professionnels ou des directeurs et des directrices de casting. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui, chez moi, en fait, Elisabeth, elle connaissait très bien le projet et elle cherchait autant les décors que les comédiens et elle faisait que ça. OK. Parce que le problème, c'est que souvent, quand on a des repéreurs ou des directrices de casting, des directeurs de casting, ce sont des gens qui ont plusieurs projets en parallèle et qui sont très occupés. Donc, je pense que la distance complexifie encore la relation qu'on peut avoir. Donc oui, pour moi, c'est hyper important d'avoir une personne de référence et de confiance sur place. Et je pense que tu aimes bien qu'un plateau de cinéma ne ressemble pas à un plateau de cinéma, mais ressemble plutôt à la vraie vie. Que tu peux nous dire pourquoi tu tiens à cette nuance et comment tu y arrives justement à créer cette ambiance sur le plateau de tournage? C'était particulièrement important pour Escapada, mon premier long, parce que c'était un film avec des comédiens non professionnels. Oui. J'avais pas envie que la technique vienne les paralyser. J'avais envie qu'ils restent assez libres dans leurs mouvements, qu'ils se sentent pas mal à l'aise et qu'ils puissent rester le plus naturel possible. Et donc, c'est une discussion que j'ai eue surtout avec mon chef opérateur. Je voulais pas avoir de l'éclairage sur pied. Donc, il a vraiment travaillé avec des plafonniers. Oui. Pas qu'on ait des pieds dans le champ, qu'il y ait des câbles qui traînent partout. Et donc, c'est vrai que j'essaye d'évacuer un maximum ce qui fait penser à un plateau de cinéma. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des éléments qui viennent rappeler la technique parce que on fait du cinéma, donc il y a une caméra, il y a une perche, il y a l'ingénieur du son dans un coin. Oui. Mais c'est vrai que j'essaye de libérer un maximum l'espace. Et sur ce film-là, c'est vraiment mon chef opérateur qui cadrait aussi et qui, comment dire, c'est lui qui se calquait sur l'énergie des comédiens, OK. des comédiennes. Donc, les comédiens restaient très libres et mon chef opérateur devait vraiment travailler aussi beaucoup à l'instinct et à l'observation. On avait bien sûr certaines choses qui étaient planifiées, mais il devait vraiment être flexible. Et je ne demandais pas aux comédiens de s'arrêter à tel endroit, de dire la réplique à tel moment. Voilà, j'avais vraiment envie que ce film reste assez libre. Ils avaient cette liberté justement dans les prises. Tu leur donnais les grandes lignes de la scène et ils avaient une certaine liberté d'action. Absolument. Il y avait des scènes qui étaient un peu plus écrites que d'autres, mais surtout les scènes collectives, j'avais vraiment envie qu'on sente une énergie collective et de garder tout ce naturel. Et donc, il y avait des parts d'improvisation, il y avait aussi une petite fille de 3 ans. Et donc, moi, tous les accidents, en fait, qui surviennent pendant un tournage, j'aime ça. Oui. J'aime que les comédiens soient surpris eux-mêmes par ce qui est en train de se jouer dans la scène. Et pour moi, ce sont les plus beaux moments du film, en fait, c'est quand il y a eu des surprises. Et donc, c'était important pour moi que la technique puisse accueillir ces surprises et qu'on ne soit pas cadenassé dans quelque chose qui ne permette pas d'advenir, qui ne permette pas aux éléments comme ça qui surgissent d'advenir. J'avais vraiment envie qu'on ne soit pas dans un film figé, dans un film statique. Oui, d'accord. Et donc déjà, le fait de vouloir tourner son premier long dans un autre pays, c'est ambitieux, mais aussi de vouloir travailler avec des acteurs non professionnels, ça aussi, c'est ambitieux. Pourquoi ce désir? Est-ce que c'était vraiment important pour toi? Oui, c'était même presque lié au fait que c'était un tournage en Espagne parce que j'ai bien sûr fait des recherches dans les milieux anarchistes, j'ai été dans différents squats, j'ai rencontré des gens. Et donc, c'était important pour moi d'aller caster des non-professionnels
qui connaissaient très bien ce milieu-là, parce que je savais qu'ils allaient amener toute la véracité au projet, que c'était, du coup, on n'allait pas sentir le fait que j'avais pas pu m'immerger pendant 1 an dans ce milieu-là, parce que eux ils connaissaient ça et puis ils avaient cette énergie. On sent même des petits détails, mais il y a un des comédiens qui a des boucles d'oreilles qui sont un peu lourdes et on voit sur ses oreilles que ça fait des années qu'il porte ces boucles et que ses oreilles sont un peu fatiguées par les boucles. Ça, avec un comédien professionnel, voilà, c'est des petits détails comme ça de costumes. Ils ont ramené des fringues à eux pour les costumes. Ils ont ramené une manière de parler. Il y a un des comédiens qui m'expliquait, parce que je me suis posé la question, en fait, il parlait au féminin pluriel. Il disait nous toutes. Et donc, à un moment donné, je lui dis, mais pourquoi tu dis nous toutes? Il me fait, ah, c'est comme ça qu'on fait, nous, dans nos discussions. On utilise le féminin pluriel pour être féministe, en fait. C'est une manière de changer un peu le paradigme. Ah oui, d'accord. C'est sûr que voilà, ils ont amené toutes des choses comme ça que moi, j'aurais pas pu écrire toute seule si j'avais pas eu l'occasion de les rencontrer. Et en fait, c'est pas tellement difficile de travailler avec eux parce que ils ont très vite compris comment ça fonctionnait. D'accord. Ils étaient très impliqués dans le projet et donc ils sont venus avec ce qu'ils étaient et c'est ce qu'ils ont proposé à la caméra. Et moi, c'est ce que je voulais. Et pourtant, dans la direction d'acteur, je pense que généralement, tu es assez exigeante. Tu sais, dans le sens où c'est bien, tu sais vraiment ce que tu veux et tu fais tout pour arriver à ce résultat. Bon, tu sembles dire que c'était très agréable de travailler avec eux, mais est-ce que c'était quand même un challenge par moment d'arriver vraiment exactement à ce que tu voulais, étant donné que ce sont des gens qui n'ont pas forcément la même technique qu'un professionnel pourrait avoir? Mais c'est sûr qu'il y avait un travail notamment sur les scènes émotionnelles. Il y a, par exemple, dans le groupe, il y a une comédienne professionnelle. Oui. Parce que je savais que ce personnage-là allait vivre des choses plus complexes, émotionnellement plus intenses. Et donc, j'avais besoin d'une comédienne qui ait un peu de technique et qui puisse davantage composer. Oui. Donc, j'ai vraiment choisi chez les non-professionnels des comédiens qui allaient amener le film vers cet univers anarchiste, vers cet univers de communauté, de partage. Mais ils n'avaient pas de scènes extrêmement compliquées à jouer dans lesquelles ils devaient composer ou aller chercher des grands sentiments. Il y avait des scènes plus complexes que d'autres, mais ce qui est marrant, c'est que généralement, c'était à la première prise qu'ils étaient bons. D'accord. Ah oui, oui. Avec des comédiens professionnels, parfois, on doit plus aller creuser, aller chercher, et petit à petit, on arrive à ce qu'on veut. Avec eux, enfin pas tous, mais la plupart, à la première prise, on avait quelque chose de très naturel. Ils comprenaient bien où ça allait et ils me donnaient ça. Et après, je sentais que le jeu commençait à être un petit peu plus artificiel, un peu plus mécanique. Et donc, je savais qu'avec eux, voilà, je devais compter sur les premières prises et je devais être sûre que tout était bien en place avant de démarrer pour qu'on puisse garder ces prises-là et que c'est ce qui irait probablement au montage. Et ça a été le cas. Et est-ce qu'ils ont vécu, eux, de leur côté, certains moments de découragement par rapport peut-être, vraiment, ils t'ont suivi là, corps et âme durant cette aventure et tu as eu l'impression qu'ils t'ont vraiment tout livré pour faire en sorte que tu aies le film que tu voulais faire? Alors eux, ils ont été incroyables et c'était justement frustrant pour moi parce qu'ils faisaient pas mal la fête et moi, je ne pouvais pas toujours venir parce que justement, j'étais dans le travail, j'étais plus inquiète aussi, j'avais des choses à préparer pour le lendemain. Oui. Mais eux, ils sont vraiment éclatés. Ça a été, je pense, une expérience. En plus, ils n'avaient pas d'enjeux professionnels là-dedans. Un comédien a toujours plus d'inquiétude aussi parce que c'est sa carrière, voilà, il met son image en jeu, c'est important. Là, ils n'avaient rien à perdre, ils avaient tout à gagner, c'était une expérience en plus et ils l'ont fait de manière beaucoup plus légère que de faire un comédien professionnel, ce qui est logique. Ils se sont très vite tous super bien entendus et ils s'éclataient sur le plateau comme en dehors. Il y a juste eu 1 ou 2 scènes qui étaient un peu plus compliquées. Il y a une scène d'expulsion où la police essaye de les expulser de la maison. Et en fait, là, j'ai un des comédiens par après, des comédiens amateurs, j'ai appris que ça avait été très éprouvant pour lui. Je m'en étais pas rendu compte au moment où on a tourné, parce qu'en fait, il a déjà vécu en vrai des violences policières, des moments comme ça d'expulsion, de squat, et que ça lui a rappelé tout ça. Il est revenu en arrière et ça a été compliqué à gérer pour lui parce que ce sont des moments qui peuvent être extrêmement violents. Ça l'a ébranlé. Mais il m'en a pas parlé tout de suite. Donc, je lui ai dit, mais dites-moi quand il y a quelque chose. Et
Il y en a un autre, pour rentrer dans la maison, il cognait avec son épaule. En fait, le lendemain, il avait des bleus partout. Et je disais, mais Rafa, tu m'as rien dit. Ouais, mais c'est pas grave, c'est juste des bleus. Enfin, donc, en fait, ils n'avaient pas envie de mettre des obstacles. Et donc, ils suivraient vraiment à fond. Après, je leur ai quand même dit, s'il y a quelque chose, dites-le moi, il n'y a vraiment pas de problème. Oui, oui. On est là pour travailler en douceur, on n'est pas là pour se faire violence. Donc, non, c'est ça. Et tu as fait un repérage aussi sur place, j'imagine, au niveau de la lumière, au niveau des moments de la journée dans lesquels tu voulais tourner? Alors, oui, après, on a eu beaucoup de chance sur le temps. Moi, je voulais tourner en automne. J'avais écrit le scénario pour tourner en automne parce que j'avais envie d'un film chaud avec des couleurs orangées. Oui, on sait très bien que quand on prépare un film, le moment du tournage, il n'est pas toujours garanti parce qu'il y a plein d'implications, il y a la disponibilité des comédiens, il y a le rythme auquel on va avancer dans la préparation, le rythme auquel les financements vont arriver. Et donc là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à tourner ce film à la période exacte à laquelle je voulais le tourner. Oui. On a eu des petits éléments on a eu une nuit d'orage qu'on a filmé. On a eu une petite tempête de sable pendant une bagarre entre les frères. Ça donne un côté un peu western. Ouais. On n'avait pas du tout du budget pour pouvoir avoir des effets climatiques. Mais on a eu plein de petites surprises comme ça qui étaient assez chouettes parce que ça donnait une ambiance particulière à la scène. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a vraiment eu des climats assez différents quand on est arrivé. Alors, je sais plus, ça remonte un peu. Je crois qu'on a commencé le tournage en septembre ou en octobre. Il faisait très chaud, on a eu des journées assez caniculaires. Okay. Et vers la fin du tournage, il commençait à faire froid. On a fini avec des doudounes et des énormes écharpes. Oui. Donc, on a vraiment eu des écarts ouais. importants, oui. C'était sympa, ça donnait des ambiances un peu différentes aux scènes. Mais je trouve ça bien. Donc, finalement, on revient avec cette persévérance. Tu as pris tout ce que tu pouvais, justement, même des éléments non planifiés dans le tournage, au lieu de te dire, oh mince, il y a une tempête de ça. Au contraire, tu t'es dit, de quelle façon est-ce que je peux l'utiliser de façon artistique. Donc, je trouve que c'est une belle attitude parce que finalement, c'est ne pas s'empêcher aussi d'avoir des petits moments magiques et qui peuvent être porteurs aussi dans son histoire. Complètement. Et puis, c'est une espèce de mantra que j'essaye de garder toujours en tête, c'est que le scénario, c'est un outil de travail. C'est pas du tout quelque chose de définitif. Et donc, quand on est sur un plateau de cinéma, de pouvoir accueillir l'inattendu, c'est vraiment, je trouve, une qualité et de pas se dire, non, mais j'ai écrit ça, il faut que ce soit exactement ça. Oui. Et j'aime bien prévoir des petits éléments qui vont venir perturber mon scénario. La petite fille de 3 ans, je savais que ça allait venir perturber des scènes. Il y a par exemple une scène de bain et en fait ça devait être une scène assez joyeuse où elle prend son bain, ses parents sont là. Emma qui jouait ce rôle-là déteste l'eau et déteste prendre des bains. Elle a hurlé au moment de rentrer dans la baignoire. Oui. On a filmé très rapidement et j'ai eu cette scène-là qui n'était pas du tout la scène que j'ai prévue. Mais finalement elle est au montage à un moment différent que celui qui était planifié à l'écriture, mais voilà, on fait avec et en fait c'est toujours un plaisir d'essayer de repenser en fait la narration à partir des choses inattendues. Et bon, après il y a des choses inattendues qui sont des beaux cadeaux. Après parfois il y a la poisse aussi et ça c'est bien sûr, oui, on rend ça positif là dans notre conversation, mais effectivement il peut y avoir aussi des moments où ça pénalise une journée de tournage ou complètement. Ouais. C'est ça. En terminant, Sarah, donc tu prépares ton prochain long métrage, il s'appelle toujours Les Cyclopes? Oui, mais c'est un titre de travail, on va le changer, on n'a pas encore trouvé le titre idéal, mais... D'accord. Et faire un long métrage, on le sait, hein, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance. Donc, tu t'enlignes sur ton deuxième long métrage. Est-ce que tu vas quand même, malgré tout, continuer à faire des courts-métrages? Alors, j'avais ce désir-là et j'avais commencé à écrire un court-métrage. Oui. Mais je me suis retrouvée un peu bloquée dans l'écriture. Et en fait, j'écris maintenant avec des co-scénaristes, ce qui n'était pas le cas pour Escapada. Et donc, j'ai beaucoup plus de plaisir à écrire avec d'autres parce qu'il y a un vrai échange. Dès que moi, je me retrouve bloquée, ma co-scénariste reprend le projet et ça me permet de rebondir par la suite. C'est beaucoup plus stimulant, c'est beaucoup plus structurant. Et le court-métrage, évidemment, comme c'est des plus petits projets, je m'étais mise à l'écrire toute seule. Et j'ai perdu le goût à écrire seule. Ah oui, à ce point, d'accord. Escapada, ça a été aussi une des vraies difficultés, ça a été d'écrire ce scénario. J'avais pas mal de consultants et de consultantes. Et donc là, le fait d'avoir des co-scénaristes, c'est tellement plus stimulant que le fait d'écrire toute seule sur le court-métrage, ça me plaisait moins. Et donc, je l'ai laissé un peu dans un tiroir.
Après, je ne dis pas que je vais jamais le ressortir et que ce film ne va pas exister, mais je pense que mon deuxième long métrage existera avant. Ah oui, Donc on d'accord. verra. Oui, c'est intéressant au niveau de la co-scénarisation, ce que tu dis. Tu vois, je faisais entre autres une entrevue avec Bernard Attal, donc qui est un réalisateur franco-brésilien, puis il nous racontait justement aussi le fait que pour lui, c'était très important d'être deux à l'écriture et ça avait une force justement d'écrire à deux. Oui, et je crois que c'est pas forcément évident de trouver la bonne personne parce qu'il faut quand même qu'il y ait des sensibilités qui puissent faire écho et que c'est pas facile, mais une fois qu'on trouve quelqu'un avec qui on s'entend bien et où on a un univers qui peut se mettre en commun, c'est vraiment tellement plus agréable parce que sinon l'écriture c'est un métier très très solitaire et pour des êtres sociaux c'est pas forcément très bon pour la santé mentale. Oui, c'est exigeant, c'est vrai. Écrire un film seul, ben, il faudra peut-être penser après les Cyclopes, c'est pas peut-être venir faire une coproduction avec le Québec, qui sait? Ah oui, j'aimerais bien. En plus, mais j'ai déjà été, au Québec, à Montréal, à l'INIS, Oui, oui, faire un échange quand j'étais à l'INSAS. J'étais restée 1 mois. oui. Et j'avais participé à l'atelier du Grand Nord aussi Oui. quand j'étais en écriture d'Escapada. C'est bien. J'ai fait l'INIS d'ailleurs, donc je connais bien l'école et j'ai adoré mon passage à l'INIS. Ah oui, ah ben moi aussi. Bah, Vraiment. c'est très très différent de l'INSAS. Oui, Parce que nous, on est une école très fauchée. On n'a pas de moyens. Enfin, pas de moyens, j'exagère, mais c'est pas du tout le même standing que l'INIS. Donc, on d'accord. était très surpris en arrivant à l'INIS. Oui. Et c'était une expérience super intéressante. Ah oui, on est vraiment chanceux d'avoir l'INIS, honnêtement, là, c'est très, très bonne école. Mais je sais que il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui se font entre l'INIS et l'INSAS et je trouve ça intéressant. Mais oui, qui sait, écoute, moi, j'espère on pourra t'accueillir ici. Tu viendras tourner une partie de ton prochain film au Québec, pourquoi pas? S'il y a des scénaristes québécois qui nous entendent et qui ont envie de me proposer un projet, je suis partante, quoi. Bon, ben écoute, si l'émission peut servir à ça, je vais être très heureuse. Sarah, ben écoute, c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi. Puis oui, la persévérance dans ma vie aussi, c'est quelque chose qui me suit tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'avoir cette ténacité et de croire aussi en ce qu'on fait. Que tu aurais un dernier conseil à nous léguer avant qu'on se quitte? Je pense que quand on part sur un film, et on sait que ça va être un marathon et donc il faut pas s'épuiser dès le début. Moi, sur Escapada, au début de l'écriture, j'étais à fond et j'en oubliais un peu ma vie personnelle, j'en oubliais un peu de prendre des week-ends, des fins de semaine sans travailler. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je me préserve, qu'il fallait que je me structure un petit peu dans mes journées, que je me laisse des moments pour respirer et que je privilégie aussi des soirées avec des amis, des après-midi parfois au cinéma, que je me nourrisse d'autres choses et que je ne sois pas que la tête dans mon projet parce qu'à un moment donné, en fait, on se perd. D'arriver à concilier sa vie privée avec son projet et de continuer vraiment à avoir des gens, à se nourrir de ce qui se passe dans le monde. Je crois que c'est capital de ne pas se renfermer dans sa bulle. Parce que moi, j'ai eu tendance à faire ça et en fait, ça m'a pas aidé. Donc, il faut savoir, c'est ça, s'accorder du temps pour se recharger les batteries et ça va être justement au contraire même payant pour poursuivre le projet. Complètement. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Cinéritage est également disponible sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.